Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab Quark. On lit beaucoup de choses en ce moment. La fin du LMS, l'IA qui remplace les concepteurs ou encore l'entreprise pilotée uniquement par les compétences. Mais passé les effets d'annonce, quelle est la réalité opérationnelle ? Qu'est-ce qui est juste une tendance marketing et qu'est-ce qui transforme vraiment le quotidien des entreprises ? Pour faire le tri, j'ai invité quelqu'un qui a une vue d'ensemble sur le marché. Il gère les partenariats stratégiques chez l'un des leaders du secteur, 360 Learning. Aujourd'hui, je reçois Hugues Lajoigny. Ensemble, on va regarder ce qui fonctionne vraiment, la différence d'usage entre LMS et LXP, l'impact concret de l'IA sur la production de contenu et les indicateurs de performance à suivre pour préparer 2026. Bonjour Hugues, merci d'être parmi nous sur le Lab Quark. Donc tu es directeur des partenariats chez 360 Learning. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est 360 Learning déjà ? Et ton rôle aussi ? Bien sûr. Merci Lola, ravi d'être avec vous aujourd'hui. 360 Learning, donc c'est une plateforme de formation qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui va venir allier donc l'IA, l'apprentissage collaboratif et les expériences d'un LMS et d'une LXP pour globalement permettre de développer les compétences à l'échelle pour nos clients, nos entreprises, qu'elles soient de petite ou de grande taille. Et c'est une entreprise qui s'est créée, donc je disais, il y a un peu plus de 10 ans, avec deux constats. Le premier qui est que la formation historiquement proposée, en tout cas de manière digitale, était quand même très descendante. On a tous eu ces expériences de je me forme seul face à mon écran, j'ai la petite banane qui me parle en bas à droite, je clique sur Next 10 fois, globalement je fais autre chose en même temps et j'ai pas retenu grand chose. Ouais, jusqu'à finir le module. Voilà, exactement. Et comme ça, mon équipe compliance m'a dit c'est bon, feu vert, mais en fait moi j'ai pas retenu, j'ai pas développé de compétences. Et donc nos fondateurs, ils se sont dit en fait il faut qu'on arrive à faire quelque chose de beaucoup plus collaboratif, de beaucoup plus engageant, parce qu'aujourd'hui ça n'impacte pas les compétences et donc les entreprises. Ça c'est le premier sujet. Et le deuxième pilier, c'était aussi de se dire qu'en fait il y a beaucoup de compétences qui sont propres à chaque entreprise. On appelle d'ailleurs les compétences propriétaires. Et que ces compétences-là, en tout cas il y a 10 ans, c'était quasiment impossible de facilement les coucher sur le papier et les transmettre à l'échelle au sein d'une entreprise parce que il y avait des acteurs qui étaient relativement complexes, robustes à prendre en main, et donc les équipes formation mettaient du temps à déjà prendre en main l'outil, le maîtriser, et ensuite du temps à produire des contenus, et pendant ce temps-là, les compétences avaient soit évolué, soit le marché avait évolué, etc. Donc ces deux piliers, capter l'expertise interne et proposer un apprentissage collaboratif, c'est vraiment l'ADN 360 Learning. Et depuis, on a rajouté vraiment cette notion de compétences avec, bien sûr, l'aide de l'IA pour en faire une plateforme complète et aider les entreprises à donc faire monter en compétences leurs collaborateurs, à aller combler des gaps de compétences ou à aller même faire évoluer des collaborateurs d'un job A vers un job B. Donc on parle de reskilling, qui est un peu le sujet du moment. Ouais. Et donc voilà, et aujourd'hui 360 Learning, c'est presque 500 collaborateurs, c'est une présence quasiment partout en Europe et aux US, Canada, et quoi te dire d'autre, et plus de 2500 clients. Ok, c'est énorme. Ouais. Donc ouais, c'est une belle histoire. Oui, quand même. C'est une belle histoire française. Et moi, dans tout ça, j'ai rejoint l'entreprise il y a 7 ans. J'ai eu différents rôles, et depuis 3 ans maintenant, je dirige les partenariats donc en Europe, avec globalement une stratégie de pouvoir faire grossir ou grandir de manière indirecte 360 Learning via nos partenaires qui peuvent nous apporter des opportunités, qui peuvent influencer des dossiers en cours, et qui peuvent aussi déployer beaucoup de services auprès de nos clients pour améliorer la satisfaction et répondre à leurs besoins. Et tu parles de LMS et de LXP. Dans certains acteurs du learning, il n'y a pas de dissociation. Pourquoi vous les dissociez chez 360 Learning ? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, je pense qu'il y a un sujet historique derrière tout ça. Il y a globalement, dans les années 2000, il n'y avait que des très gros acteurs qui géraient le learning via des systèmes d'information, via des softwares. Donc les SAP, Workday, Cornerstone. Et parmi leur suite RH, ils avaient un module learning
mais qui était globalement assez pauvre, assez obsolète, avec une UX pas très à jour. Et donc certains acteurs se sont dit, on va créer une surcouche expérientielle qu'on va venir brancher sur ces acteurs-là en disant, voilà, vous êtes client sur un outil, sur le LMS de SAP, on connaît vos pains, et donc on va venir rajouter juste une surcouche pour optimiser le look and feel, optimiser la recommandation du contenu. Ça, c'est plutôt le LXP. Et le LMS, c'est l'administration de la plateforme, comment est-ce que je crée, je diffuse et je traque les formations de mes collaborateurs. Ouais, la gestion. Et donc, de fait, se sont créées un peu deux catégories de marché, les LXP et les LMS. Je pense qu'il y a vraiment une tendance à ce que, globalement, les LMS historiques dont je parlais rattrapent leur retard en termes d'expérience utilisateur et donc viennent un peu réduire ce champ des possibles pour les purs LXP et que les acteurs plus innovants, plus récents comme nous et comme d'autres, en fait, finalement, fusionnent les produits. Je peux pas me projeter dans le temps, mais vu que cette catégorie LXP s'est créée pour répondre à un besoin précis et qu'on voit quand même ces acteurs, notamment grâce à l'IA, rattraper un peu ce retard, voilà, c'est un peu ma vision des choses. Ouais. Et nous, on avait essayé de lancer une catégorie qui s'appelait la LEP, Learning Engagement Platform. Parce qu'on était et on est toujours convaincus que le nerf de la guerre, quelle que soit la techno, ça reste d'abord l'engagement. Totalement. Et comment embarquer ses collaborateurs. Et ça se concrétisait comment, du coup, ce LEP? Alors, en fait, on a poussé pour une catégorie, on va dire une catégorie de marché. Et c'était... on estimait que notre produit était un très bel exemple de LEP parce que je ne sais pas à quel point tu le connais, mais c'est vraiment un ensemble de fonctionnalités qui vise à engager les collaborateurs en reprenant plein de codes des réseaux sociaux, donc voilà, d'influenceurs, de followers, de capacité à partager son feedback, à liker, etc. etc. D'accord. Et pour revenir sur LMS, LXP, est-ce que vos clients, du coup, ils ont besoin de 2 plateformes ou c'est juste le LMS boosté? Comment si ça se repère du coup entre les deux? Alors nous aujourd'hui et d'autres acteurs aussi, c'est 2 produits complémentaires. D'accord. Qui vont souvent de pair. Après ça va dépendre de l'industrie, ça va dépendre un peu de la taille de l'entreprise. On a des gros clients par exemple comme LVMH ou comme Clarins, comme Shiseido dans cette industrie-là, dans le luxe, dans le retail. Et les images de marque très fortes, il y a besoin vraiment que les collaborateurs soient embarqués dans des interfaces très personnalisées. Là, le LXP, il va être primordial. Et il peut y avoir d'autres industries où c'est moins le cas, où on va faire beaucoup de formations présentielles. Donc, il y a moins une culture du digital, moins besoin du LXP. Donc, il y a différents scénarios. Il y a les deux, parfois que l'un. Voilà. D'accord. Parfois que le LXP sur un autre outil également aussi. C'est aussi une des possibilités. Oui. Et justement, là, tu m'as cité des gros clients. Est-ce que c'est un peu le type de client que vous avez? C'est quoi la typologie de... Alors, on a un peu tout type de clients. D'accord. Si on regarde un peu l'histoire de 360 Learning sur les 10-12 dernières années, on a commencé comme une technologie vraiment mid-market. Donc, globalement, on vendait beaucoup la technologie à des clients entre 100 et quelques milliers de collaborateurs. Et ça fait 5-6 ans qu'on a adressé le marché grand compte et aujourd'hui qui représente plus de 50% de notre base client. Donc c'est un vrai succès. Et surtout, on a adressé le marché grand compte sur toutes nos géographies. Donc en Allemagne avec les enjeux que ça représente, aux US aussi et au UK. Alors plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement. Mais aujourd'hui, la techno permet de servir n'importe quelle taille de client et globalement n'importe quelle industrie. D'accord. Le marché hors Europe est-il différent en termes de besoins ou plus évolué? Je ne sais pas, les Américains, les Canadiens, c'est... Le marché est... plus on se déplace vers l'ouest, plus, en partant de Paris, de la France, on va dire, plus il est saturé globalement. Donc d'ailleurs, il est un peu moins saturé en Allemagne, qu'il y a un peu moins de concurrents en Allemagne qu'en France. Il y a peut-être pas 2 fois plus, mais pas loin de 2 fois plus de concurrents qui opèrent au UK
mais qui sont des technos américaines. Et après, aux US, là, il y a peut-être 3 fois plus. C'est vraiment extrêmement concurrentiel aux US. Ouais. Parce que voilà, il y a une culture du software. C'est pas aujourd'hui qu'on va apprendre ça. C'est pas le sujet du jour. Mais donc, c'est vrai que je pense que c'est un marché qui va être amené à se consolider. Mais aujourd'hui, c'est très concurrentiel, très saturé. Donc, c'est un vrai challenge. Ouais, un challenge de se faire sa place. J'aimerais qu'on approfondisse un peu le sujet IA. Justement, parce qu'on parlait d'LXP, Boosté, à l'IA, etc. Comment, concrètement, vous utilisez l'IA dans vos outils chez 360 Learning ? Et peut-être que vous avez eu des phases de test, des choses qui ont marché, d'autres moins bien marché. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, bien sûr. Nous, on est reconnu aujourd'hui sur le marché comme un des leaders sur l'intégration de l'IA dans notre outil. On a eu des phases de test, et là c'est le moment où je me jette des fleurs, mais notamment grâce au partenariat avec Microsoft, on a eu accès à OpenAI assez tôt, en 2023. Et en avril 2024, on avait déjà 20% des contenus qui étaient créés chez nous avec l'aide de l'IA, donc sur notre parc de clients. Et aujourd'hui, nous, on investit énormément sur ce sujet-là. Donc, on a 2 squads de développeurs qui sont dédiés à ça, et avec on va dire, trois axes de développement. Premier axe qu'on appelle notre studio IA, qui permet de créer du contenu assisté par de l'IA, donc d'aller toujours plus vite dans ces sujets-là, qui permet de traduire automatiquement les contenus, qui permet de convertir un document en contenu de formation, convertir une vidéo en contenu de formation, donc ce genre de choses. Et ça, on a globalement une roadmap assez claire pour que on puisse ensuite faire de la simulation, faire de l'immersive learning, comme on dit. Donc voilà, il y a l'existant et ce qu'on va faire dans les 12 prochains mois. Et tout ça, c'est assez clair. Premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le copilote. Ça, c'est plus pour les administrateurs. Le L&D Copilot. Et donc lui, son objectif, c'est d'automatiser un maximum de tâches administratives un peu pénibles, comme sortir un reporting sur des bornes précises avec un corps d'apprenants, comme planifier une formation complexe, comme créer des groupes d'apprenants avec des règles. Si je veux faire par exemple une académie pour mes managers et je veux récupérer uniquement les managers de tel BU qui opèrent dans telle région, ça on va pouvoir aujourd'hui ou entre maintenant et les 6 prochains mois, juste globalement faire une requête dans un copilote qui est sur un coin de la techno et dire peux-tu me sortir le reporting pour cette formation pour telle équipe ? Ça sort automatiquement. Ou peux-tu me créer un sous-groupe dans lequel tu rajoutes que parmi les 15 000 apprenants, que les apprenants qui cochent ces critères-là, plus de 7 ans d'ancienneté, en performance bref. Et donc on prend ces critères-là, on les intègre et après l'agent va le faire tout seul. D'accord. Et j'avais dit le studio, le L&D Copilot et l'assistant, donc le learner assistant, l'assistant pour l'apprenant, qui lui est vraiment là aujourd'hui pour lui faire des recommandations, donc lui dire en fonction de tes compétences, je te recommande tel contenu, ou pour pouvoir personnaliser l'expérience. Donc on va créer des chemins de formation dans la plateforme et on va pouvoir, en fonction de l'apprenant, dire ce contenu-là, il est important pour toi, celui-là, je le retire, je le remplace par autre chose, pour pouvoir vraiment personnaliser l'expérience. Et l'objectif de ça, c'est d'aller jusqu'à globalement un coach. C'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est que globalement l'apprenant puisse avoir une interface qui lui suggère en permanence des contenus, parce qu'il a compris comment il fonctionnait, il a compris son job, ses compétences, ce qu'il avait besoin pour demain, et il lui propose les bons contenus au bon moment. Ah, c'est super. Et justement, cette recommandation faite par l'IA, donc ça se base sur une approche de la formation basée sur la compétence au final. Comment l'IA cartographie les compétences et pour justement recommander à l'apprenant ? Il y a vraiment, c'est vraiment en tout cas dans les RH, l'arrivée de l'IA et la compétence, son impact est une vraie révolution. Comment ça fonctionne ? L'IA va permettre effectivement de cartographier les compétences, donc beaucoup plus rapidement, en prenant toutes les fiches de poste, en prenant tous les salariés, en allant scraper sur le marché les tendances, en allant scraper donc, les offres d'emploi, etc., etc. Donc ça permet de créer ce référentiel beaucoup plus rapidement et surtout de le mettre à jour.
un des plus grands échecs depuis, je pense, peut-être une petite dizaine d'années, dans cette volonté de créer des référentiels de compétences pour les entreprises. C'était le temps nécessaire. Malgré, vous pouvez vous adosser des meilleurs partenaires de services, Accenture, IBM, ce que vous voulez. Malgré cela, il y avait un temps incompressible pour pouvoir mettre sur pied ce référentiel. Et une fois qu'il était sur pied, il était déjà quasiment obsolète. Ouais. On revient un peu sur le même sujet que les contenus, mais quasiment obsolète. Parce que, en fait, à nouveau, le marché évolue, les compétences évoluent, etc. Et les métiers évoluent. Et donc, l'IA, elle permet aujourd'hui de créer beaucoup plus vite et de rendre ça dynamique. Donc, il y a beaucoup de technologies, d'ailleurs, des partenaires aussi, qui permettent à nouveau de en permanence sonder le marché, sonder les standards de compétences, les métiers de demain, et pouvoir dire à un DRH de grands groupes ou de petites structures, attention, je vois que dans 3 ans, cette compétence-là va devenir clé. Et quand je regarde le référentiel et les compétences de tes collaborateurs, il y a un gap, il y a un trou. Il faut que tu recrutes ou il faut que tu fasses monter des collaborateurs en compétences sur ça. Donc, juste pour que je comprenne bien, pour l'instant, votre outil ne s'adresse qu'aux managers et pas directement à l'apprenant, parce que tu disais que ça veut devenir un coach direct pour l'apprenant. Mais ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est juste... C'est-à-dire que le coach 100% vitaminé à l'IA, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ouais. Mais néanmoins, ce qui est déjà le cas, c'est qu'on peut permettre, dans 360 Learning, on permet à n'importe quelle entreprise de venir... soit créer son référentiel de compétences, soit le récupérer d'une source tierce, donc à nouveau un très gros SIRH ou un autre outil. Et une fois qu'il est intégré, on vient donc rattacher les compétences aux collaborateurs qui, eux, peuvent se déclarer comme experts en négociation ou experts en data science, bref. Et une fois que cela est fait, le manager va valider, le RH va valider, va dire effectivement, j'estime que c'est un expert ou non. Et ce qui va être intéressant, là je fais un peu c'est pas un hors-sujet, mais ce qui va être intéressant, c'est que depuis qu'on a cette capacité-là, on est très fort sur aller du coup identifier les bons experts dans l'entreprise et les suggérer de venir créer du contenu. C'est ce que je disais un peu en introduction, mais un de nos piliers, à un moment on appelait ça le upskill from within, donc c'est vraiment capturer l'expertise interne chez nos clients. Et donc on va leur dire, regardez, ici, il manque un contenu pour... En fait, une fois qu'on intègre ce référentiel, on tag tous les contenus avec le référentiel, on tag tous les collaborateurs. Et là, on va se retrouver avec plusieurs informations, des gaps, c'est-à-dire un catalogue de contenus qui ne couvre pas l'ensemble des compétences de mes collaborateurs. Et donc là, ce qu'on peut dire très vite, c'est allez utiliser l'expertise de Lola, elle est experte en marketing, et Lola, elle va venir co-créer des contenus marketing pour faire monter tout le monde en compétences. Premier sujet. Ou deuxième sujet, c'est j'ai identifié aussi un gap où en fait, j'ai pas assez de collaborateurs formés sur un sujet, et là, il faut que je les fasse également monter en compétences. Bref, c'est sans fin, et ça s'adresse aux managers, à l'apprenant, à l'équipe formation aussi. Ouais. D'accord, très clair. Mais c'est bien, ça crée un cercle vertueux au final où tout le monde c'est le but. Ouais. En fait, ce qui est assez intéressant dans notre plateforme, et c'est pas toujours facile à l'implémenter chez les clients parce qu'il peut y avoir des barrières, il y a beaucoup de change management, il faut vraiment changer un peu la culture, mais globalement, l'idée, c'est très, très similaire aux réseaux sociaux, mais appliqué à un monde peut-être un peu plus vertueux. C'est en tant que collaborateur, en tant que junior dans une entreprise, je rentre dans ma plateforme de formation et je vais commencer à avoir des influenceurs qui sont des experts métiers ou de l'équipe formation qui ont créé plus ou moins de contenu. Et ces contenus-là, ils ont été plus ou moins appréciés par les collaborateurs. Globalement, à nouveau dans la techno, on peut donner son feedback en permanence sur la qualité du contenu. Et donc, je vois ces influenceurs qui créent du contenu, je m'abonne à ces influenceurs. Donc, dès qu'ils publient autre chose, je vais pouvoir me former et juste digérer ce contenu-là. Entre-temps, moi, je monte en compétences parce que j'ai évolué dans mon entreprise et je peux devenir, à nouveau, un expert métier qui va créer du contenu. Et donc, c'est un peu comme tu dis, ce cercle vertueux qu'on essaye de mettre en place chez nos clients. Ok, hyper intéressant, trop bien. Et j'aimerais revenir sur
l'IA qui qui génère des contenus, justement. Aujourd'hui, est-ce que tu sais est-ce que les clients ont une préférence ou est-ce qu'ils n'y apportent pas du tout d'importance à le contenu créé par l'IA ou le contenu créé par l'agence de digital learning sur mesure ou sur étagère, mais avec une expertise humaine en tout cas derrière? Est-ce que le client a des attentes, préférences par rapport à ça? Je pense que ce qui est un peu en train de changer, c'est l'IA globalement, elle va jamais remplacer le travail d'une agence. Elle va permettre de créer des contenus ou de faire des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, ou créer des contenus relativement basiques, avec peu de contexte, avec peu de rattachement à la culture de l'entreprise. Bref, peu de différenciation, ça va être relativement standard. Donc ça reste pertinent. Et d'ailleurs, je pense que toutes les agences, vous utilisez aussi de l'IA pour créer des contenus. Mais après, la valeur ajoutée, elle est dans comment est-ce que j'adapte ça à la culture de l'entreprise, comment est-ce que je le diffuse de manière engageante, comment est-ce que j'anime une communauté, ou comment est-ce que je fais du change management. Donc en fait, je pense que j'ai l'impression que nos clients, ils vont sur des trucs assez basiques que les collaborateurs doivent faire, mais qui sont c'est pas le nerf de la guerre dans leur programme de formation de l'année. Ils peuvent utiliser l'IA et peut-être le faire seuls. Et dès que ça devient stratégique, que c'est un programme qui va toucher tous les managers sur un sujet sensible, là, l'agence, elle a énormément de valeur, quoi. Ouais, c'est oui, la personnalisation et, comme tu disais, rentrer dans la culture de l'entreprise, qui fait qu'il y aura aussi beaucoup plus d'engagement. Il y a peut-être plus d'attentes à ce niveau-là. Oui, carrément. Et tu disais l'engagement, c'est clé parce qu'in fine, tu peux créer tous les contenus que tu veux. L'agence aussi, elle est en capacité d'aller beaucoup plus loin dans le design, le storytelling, etc. Et beaucoup plus embarquer les collaborateurs dans l'expérience, quoi. Oui, totalement. Comment aujourd'hui les responsables de formation ou digital learning, etc., mesurent justement l'engagement? Qu'est-ce qu'ils recherchent en finalité pour mesurer la performance de ces contenus, qu'ils soient avec IA ou agence? Alors, il y a les indicateurs. Alors, pendant un moment, c'est ce qu'on mettait beaucoup en avant, c'était donc le taux de complétion. Oui. Donc, globalement, sur une entreprise de 100 collaborateurs, combien de collaborateurs sont allés au bout de leur formation? Donc, nous, on a des taux de complétion très élevés. Je vais pas faire la promotion permanente, mais globalement, c'est un sujet qui va être regardé. Taux de complétion, néanmoins ça ne veut pas tout dire parce qu'on peut tous aller au bout d'une formation, mais bon, en tout cas par rapport à un standard de marché, on peut avoir avec des expériences plus engageantes des taux de complétion plus élevés. Après on va avoir l'engagement aussi, donc nous l'engagement on le mesure beaucoup parce que c'est une plateforme très sociale, donc à nouveau on va traquer le nombre de commentaires qui sont faits par les collaborateurs, le nombre de réactions positives ou non. On peut à la fois être intéressé par le contenu ou trouver qu'il n'est pas pertinent ou juste obsolète. Ce qui est une donnée importante, ne pas être intéressé. Exactement. Ouais. Et donc en fait, nous, on croise donc cette notion de complétion avec la notion d'engagement, et ce qui nous permet aussi de donner des scores de pertinence au contenu. D'accord. Globalement, c'est juste on lit le pattern, enfin comment est-ce que les collaborateurs se forment sur un contenu, le temps qu'ils y passent, les questions qu'ils y posent et leurs réactions. Et on va dire aux équipes RH, ces contenus-là sont hyper pertinents, il faut les mettre en avant dans toutes vos académies. Et à l'inverse, ces contenus-là sont peu lus, obsolètes, ils ont été déclarés X fois comme à côté de la plaque, il faut les supprimer ou les mettre à jour. Qu'est-ce qu'on fait de ces contenus-là, du coup? On les... soit on les supprime, parce qu'ils sont, soit on repasse dessus, on les remet à jour, on les remet au goût du jour. D'accord. Et l'objectif, c'est qu'ils atteignent une pertinence... Oui, exactement. Donc, ils se réalignent avec... donc ça, c'est un peu les trois KPIs ou les trois enjeux, enfin, les trois... indicateurs clés qu'ils vont regarder, on y arrive. Et après, il y en a d'autres qui sont un peu plus... que nous, on adore mettre en avant auprès de nos clients. C'est combien de collaborateurs sont passés créateurs de contenu. Bon, plutôt, d'abord, combien de contenus ont été créés par des collaborateurs en interne et combien de collaborateurs uniques ont créé des contenus. D'accord. Nous, on a... Sur un projet de déploiement sur 3 ans avec un client, on a pour objectif que entre 3 et 5% des collaborateurs deviennent créateurs de contenu. Donc 3%, c'est un petit chiffre, mais ramener à un grand groupe, ça peut vite faire quand même beaucoup de monde. Ouais. Et donc ça, on va le traquer, on va dire
sur l'année 2025, combien de nouveaux auteurs ont été déclarés dans la plateforme. Et ça a de la valeur parce que c'est aligné avec notre proposition et ça montre que les gens prennent le sujet à cœur, prennent l'outil auteur, créent du contenu et essayent de partager leur savoir. Et sont montés en compétences aussi avant. Exactement, ouais. exactement. Et peut-être le dernier peut-être oui, c'est vraiment à nouveau si on raccroche au sujet des compétences, est-ce que j'ai réussi à closer des gaps, mais à vraiment aller faire monter en compétences mes collaborateurs là où j'avais un vrai besoin. Et donc voilà. Globalement le sujet un peu clé, c'est je pense que les équipes formation sont un peu en train de passer d'un monde où il suffisait de traquer les temps passés et dire voilà, cette année j'ai délivré 3000 heures de formation à mes collaborateurs, voilà, à des questions plus du style qui sait faire quoi dans l'entreprise et de quoi est-ce que j'ai besoin pour mon business dans 2 ans et quelles sont les compétences dont j'ai besoin et donc quelle personne est la bonne pour l'emmener vers ces compétences-là, quoi. C'est des données plus quali, au final, plus personnelles que de la quantité et du chiffre. Ouais, complètement. Ouais, c'est une approche beaucoup plus quali et l'IA, je pense, a une part quand même sérieuse dans ça parce que ça demande, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais ça demande de traiter des quantités de données, d'abord de nettoyer cette base de données, de les faire se parler et ensuite de pouvoir faire quelque chose d'homogène, de comparable. Et c'est vrai qu'avec l'IA, on va quand même beaucoup plus vite. Et toi, du coup, en tant que directeur des partenariats, pour répondre à ces besoins et à ces attentes, comment tu fais ? Qu'est-ce qu'un bon partenaire pour 360 Learning ? Alors, un bon partenaire, ça va être... en fait, ça va être un partenaire qui... c'est facile, qui répond aux besoins de nos clients. Nous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Que ce soit dans la création de contenu. On parlait des contenus stratégiques, des contenus complexes ou d'une animation de formation. On a beaucoup de partenaires qui vont venir animer des communautés de commerciaux pour lancer des projets, lancer des campagnes de vente, etc. Donc ça, c'est vraiment des sujets qu'on donne à nos partenaires vraiment très facilement. Et qu'est-ce qu'un bon partenaire ? C'est un partenaire déjà qui est aligné avec notre proposition de valeur et c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est un partenaire qui est un partenaire de confiance. Là, j'ai l'impression d'être sur une pub pour Laura Merlin, mais c'est vraiment le partenaire de confiance. Donc, on peut se partager des informations, on peut monter ensemble sur les dossiers et on se fait confiance. Et après, le dernier point, c'est un partenaire avec qui on a du succès, quoi. Donc, on a des clients qui sont satisfaits, ou nous, on amène des clients qui sont insatisfaits et grâce aux partenaires, ils deviennent très heureux de cette collaboration. Donc, c'est un peu ça, tu vois, il n'y a pas de recette magique, hein, mais... Oui. mais j'imagine, peut-être que je me trompe, mais que ce que crée le partenaire en termes d'engagement, d'ingénierie pédagogique, etc., a de l'importance, l'innovation qu'il apporte peut-être pour justement répondre aux besoins de la plateforme et aux valeurs. 100%. Ouais, complètement. Mais surtout qu'à nouveau, nous, notre proposition, elle est de pouvoir créer avec de l'IA ou pas, mais en tout cas de créer rapidement. Mais c'est pas des contenus à nouveau, c'est pas des contenus qui vont embarquer les collaborateurs dans quelque chose de très joli, très très innovant. On fait pas de VR, on fait pas de formation. Aujourd'hui, on fait pas de formation immersive, ça arrive, mais d'accord. Et donc typiquement vous avez vous avez un panel de formats de contenu que vous pouvez créer pour nos clients qui est sans limite. Eh bien, merci Hugues. Je crois qu'on arrive à la fin. Pour terminer, justement, est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision du digital learning pour 2026 ? Là, c'est ma petite expertise. On va essayer de... je pense que déjà, on revient toujours sur le même sujet globalement, mais on va dire que 2024-2025 et l'IA, c'était un peu les années de test. Et on sent que 2026, c'est un peu le passage à l'échelle de tout ça. Donc on va tous devoir parler couramment IA globalement en 2026. C'est un peu mon point. L'impact que ça a aussi, indirectement, c'est le learning n'a peut-être jamais été autant accessible. Et donc, se doit d'être in the flow of work, d'être vraiment accessible
dans les outils du quotidien du collaborateur, qui puisse faire du micro-learning, qui puisse se former 10 minutes dans le métro, qui puisse regarder une vidéo, des formats innovants, etc. Ça, je pense que ça va aussi être impactant sur 2026. Peut-être que les soft skills vont aussi être un vrai sujet. Dans un monde où l'IA, tu vois, un monde où automatise de plus en plus de choses. Et du coup, on en revient à des compétences que seuls les humains ont, et donc qui vont être primordiales. La personnalisation aussi. En fait, en tout cas dans le digital learning, avec tout ce qui est à disposition d'un point de vue technologique ou d'un point de vue de service, je pense que ça va être compliqué d'aller voir un client et lui proposer quelque chose de standard qui n'évolue pas en fonction de la personne qui est en face, etc. Non, totalement. Et c'est un peu ce que j'ai en tête. Bah super, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour ta participation au Lab Quark. Ce sera un épisode que tu pourras retrouver sur Spotify et YouTube, comme tous les autres. Voilà, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne journée.